Alors, nous allons échanger aujourd'hui sur l'art de se bâtir un patrimoine en période de crise, parce que on peut tout à fait transformer la crise actuelle en opportunité, sachant qu'on est actuellement dans une double crise au niveau de l'immobilier, une crise immobilière et une crise du logement. Crise immobilière, donc il faut savoir que le volume de vente dans l'ancien a baissé de plus de 20% en 2023 par rapport à 2022. Donc, il y a eu à peu près 875 000 transactions. Je crois qu'il y en a eu à peu près 1 100 000 donc en 2022. Donc, une chute importante, mais une chute encore beaucoup plus importante au niveau du neuf, puisque le volume du neuf a baissé de 30 à 40%. Certains promoteurs aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Certains promoteurs ont du stock, ont du mal à vendre. Ceux qui n'ont pas de stock ne redémarrent pas de nouveaux produits parce qu'ils préfèrent déstocker et attendre que la crise passe. Et dans mon entourage, donc comme je vous disais, j'ai un certain nombre de promoteurs. Certains sont en train de licencier donc une partie de leur équipe. Donc vraiment, la crise est sévère. Et puis aujourd'hui, donc ça touche en effet les promoteurs immobiliers, ça touche les notaires, ça touche les agents immobiliers, et puis ça touche aujourd'hui au niveau du bâtiment le gros œuvre. Et puis petit à petit, eh bien ça va toucher toute la chaîne jusqu'à l'ameublement. Et ça a déjà commencé, parce que pour ceux qui suivent l'actualité, eh bien, nous avons donc des enseignes comme Habitat, par exemple, qui dépose le bilan. Donc vraiment, toute la chaîne est impactée, mais ça va encore empirer, sachant que le temps de retrouver donc une activité correcte sera long. Les cycles de l'immobilier sont très longs. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain blocage donc au niveau des ventes, dans le neuf et dans l'ancien, un petit peu plus dans le neuf, mais le temps que ça reparte dans le neuf, ça va être peut-être 3 ans, peut-être 4 ans, le temps que les promoteurs donc retrouvent des terrains, relancent une prospection foncière, redéposent des permis de construire, obtiennent des permis de construire, construisent, etc. Voilà, on est parti pour une crise durable. Ça, c'est au niveau de l'immobilier. Au niveau du logement, eh bien, on assiste à un assèchement du parc locatif. On devrait construire 500 000 logements, on en construit difficilement 300 000. Mes partenaires qui lancent des annonces en ce moment pour trouver des locataires n'ont jamais vu ça, vraiment jamais vu ça. À Bayonne, j'ai un ami qui a cherché donc, qui cherchait un locataire, et je crois qu'il a eu une centaine de demandes en l'espace d'1 heure. Donc il a arrêté son annonce, des personnes qui le suppliaient, qui leur suppliaient de les prendre en tant que locataires. Sur Paris, c'est encore pire. Quand on passe une annonce quelques heures, il peut y avoir jusqu'à 1000 demandes de logement. Donc, c'est vraiment du jamais vu. Donc, vraiment, on assiste à un assèchement du parc locatif. Et c'est vrai que c'est pas demain qu'on va retrouver de la fluidité. Donc, autant je trouve que c'est vraiment bien pour les investisseurs immobiliers que nous sommes, puisqu'on est des investisseurs immobiliers dans l'ancien. Donc, c'est plutôt bien d'avoir une pénurie comme ça d'offres, parce que les prix augmentent. Et d'ailleurs, on voit les prix des logements de la location donc, qui augmentent très, très fortement depuis 2 ans. Les prix de la location ont très fortement augmenté. Autre point également concernant cette crise immobilière, c'est les taux d'intérêt élevés. Alors, les taux d'intérêt aujourd'hui sont de l'ordre de 4,5% sur 20 ans. Ce qui est positif, c'est que ça semble être un plafond, c'est-à-dire qu'il y a certaines banques qui commencent à nous dire que les taux vont diminuer, ils ont envie de reprendre des parts de marché, donc elles diminuent légèrement leurs taux. Bon, voilà, on semble être à un plafond, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a peu de chances que les taux reviennent à 1 ou 2% parce que c'était des taux anormaux, mais ça peut tout à fait revenir en effet autour de 3% dans les mois ou au pire dans les années qui viennent. Mais rappelons-nous juste une chose, c'est que dans les années 90, les taux d'intérêt, ils étaient de 12%. Au début des années 2000, les taux d'intérêt, ils étaient entre 6 et 7%. En 2010, les taux d'intérêt, ils étaient entre 4 et 5%.
Et c'est à partir de 2017 où là, on rentre dans une zone anormale, puisque les taux ont baissé, donc à moins de 1%. Et ça, c'est du jamais vu. On a même vu des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que si vous aviez des disponibilités, vous laissiez vos disponibilités à la banque, et la banque vous demandait de les payer, donc on payait la banque pour mettre notre argent. Donc, c'est vrai que ça peut sembler donc étonnant, mais voilà, c'est aussi le Covid qui a donné tout ça. Donc, aujourd'hui, peu de chances que les taux redeviennent 1 ou 2%, voire négatifs, mais que les taux baissent, c'est tout à fait probable. On assiste également à une baisse de l'immobilier. Alors, cette baisse, elle est différente selon les régions et selon les villes. Alors, il y a quelques villes, mais c'est vraiment des exceptions qui connaissent encore une progression de leur prix. Je pense à Nice, je pense à Marseille. Voilà, il y a quelques villes comme ça, mais c'est assez rare. Des villes comme Paris, comme Lyon, comme Bordeaux ont connu des baisses de prix en 2023 de l'ordre de 5%, et ça risque de s'amplifier en 2024. Donc, on attend des baisses de prix de l'ordre de 10%, peut-être de plus, en 2024, avant que certainement que ça reparte. Donc, la crise actuelle, pour moi, au niveau de l'immobilier, elle ne va pas durer. J'ai commencé, en fait, l'immobilier il y a plus de 35 ans, dans les années 90, où là, on était vraiment dans une crise sévère. On va revenir dessus tout à l'heure. Le marché était complètement bloqué. Après, j'ai connu la crise du Golfe. Après, j'ai connu la crise des subprimes. Mais à chaque fois, surtout sur les deux dernières crises, l'immobilier a légèrement reculé de 5-10%. Et puis, les prix sont repartis de nouveau à la hausse. Donc, n'attendons pas trop pour faire nos investissements. Ce serait dommage de passer à côté de l'opportunité actuelle où aujourd'hui, on peut vraiment négocier fortement les biens. Alors, certains me disent que l'obtention des financements est difficile. Donc, on a aujourd'hui, les banques, c'est vrai, demandent 10-20% d'apport. On arrivait encore à faire du 100% ou du 110% avec les frais. Donc, il y a quelques années, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Ça arrive encore, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, la situation bien sûr, de chacun d'entre vous est différente. Certains ont de l'apport, d'autres non. Certains ont une capacité d'endettement, d'autres non. Certains sont propriétaires de leur résidence principale, d'autres non. Donc, peu importe. Je ne vais pas rentrer, bien sûr, dans le détail. Ce n'est pas le but de cet épisode de notre podcast aujourd'hui. Mais il y a des solutions dans chaque situation difficile. Il y a des solutions, je peux vous assurer. Une des solutions qui est la plus courante quand on n'a pas, par exemple, de capacité d'endettement, quand on n'a pas d'apport, c'est de chercher un associé qui, lui, a une capacité d'endettement, qui, lui, a un apport. Donc, comment transformer cette crise en opportunité? Moi, ce que je vous invite à faire, donc on parle d'investissement, mais plus d'investissement immobilier aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est aller chercher des rentabilités supérieures à 12% brut. Je vous rappelle que la rentabilité, c'est les loyers annuels divisé par le prix de revient global de l'opération, donc l'acquisition, les travaux, les différents frais de notaire, frais d'agence, etc. Donc ça constitue le prix de revient. Donc, allons chercher du 12%. Alors, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais c'est pas possible. » Quand j'en parle aux agents immobiliers, quand j'en parle à certains professionnels de l'immobilier, ils me disent que c'est pas possible. Si, c'est possible. Alors, je dis pas que c'est facile de trouver du 12% de rentabilité brute, mais c'est tout à fait possible. Je vous donne quelques exemples d'étudiants Imosen aujourd'hui qui ont ce type de rentabilité. Angoulême, par exemple, sur un immeuble de rapport de centre-ville, 11% de rentabilité. Bernay, dans l'Eure, 12% de rentabilité brute. Lunéville, sur un immeuble de 5 ou 6 logements, un peu plus de 11% de rentabilité brute. Saint-Lary, donc montagne, qui présente l'avantage d'avoir la double saison, 20% de rentabilité. Tout ça, c'est des étudiants donc Imosen. Évry, colocation, 17 ou 18% de rentabilité, etc. etc. Je pourrais vous citer vraiment des dizaines d'exemples comme ça. C'est tout à fait possible. Bien évidemment, c'est pas facile, mais en allant chercher et en négociant bien
le prix du produit qu'on va acheter, de l'appartement qu'on va acheter, de la maison qu'on va acheter ou de l'immeuble qu'on va acheter, on peut avoir ce type de rentabilité. Pour ça, je vais vous donner quelques astuces. La première astuce, c'est de chercher des biens avec des défauts. Tout simple, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bien avec défaut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les primo-accédants, souvent, vont chercher des biens où les travaux sont faits, où il y a rien à faire. Ils vont chercher le coup de cœur parce qu'ils ne veulent pas s'embêter avec les travaux. Pourquoi pas? Nous, investisseurs immobiliers, moi, j'aime bien, en fait, aller là où l'ensemble du marché ne va pas. Et donc, j'aime bien aller chercher des biens avec des défauts. Alors, c'est quoi? C'est, par exemple, un bien en rez-de-chaussée. C'est un bien au 3e ou 4e sans ascenseur. C'est un bien exposé nord. Les gens, ils préfèrent, surtout un primo-accédant, il va préférer une exposition sud. C'est un bien sur lequel il n'y a pas de parking. C'est une passoire énergétique. Alors ça, c'est vraiment la mode, les passoires énergétiques, vous savez, classées F ou G. Il y a 2-3 ans, on me disait, ouais, qu'est-ce que tu en penses d'investir dans des passoires énergétiques? Je me dis, ça peut être une très belle opportunité, à condition d'acheter pas cher. Et en fait, il y a eu un engouement fort depuis 18 mois sur ce type de biens. Des biens avec travaux. On a vu tout à l'heure que les gens préfèrent acheter sans travaux. Eh bien, nous achetons des biens avec des travaux. Des biens trop grands. On est en train d'acheter, on achète en ce moment un appartement sur La Rochelle, un appartement qui fait 130 mètres carrés. On l'achète pas très cher justement parce qu'il est grand et parce qu'il y a des travaux à faire. L'avantage de cet appartement, il est dans une petite copropriété en plein cœur de La Rochelle, c'est qu'il y a 2 entrées. Donc, on divise l'appartement et on va faire une très belle opération avec une plus-value de l'ordre de 30%. Donc, allons chercher ces biens dont personne ne veut. C'est là où on va faire les bonnes affaires. Ce que je vous invite également à faire quand vous allez visiter le bien, l'appartement, la maison, ayez un double regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarder la rentabilité, donc comme je vous l'ai dit, donc le loyer annuel divisé par le prix de revient de l'opération. Voilà. Allez chercher une rentabilité supérieure à 10% dans tous les cas, et si possible supérieure à 12% brut. Mais allez chercher également la plus-value. Quelle est la plus-value potentielle? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait les travaux, combien vous allez pouvoir revendre ce bien? Et là, vous pouvez tout à fait demander à l'agent immobilier, il dit, voilà, ok, vous m'avez fait visiter ce bien, il vaut 100 000 aujourd'hui, si je fais tant de travaux, combien je peux le revendre? Et si vous avez une plus-value potentielle de 30%, je dirais les 2 indicateurs sont au vert. Donc, en ayant ce double regard, là, vous pouvez investir sans aucune crainte. Autre astuce également que je vous donne, c'est d'opérer des changements de destination. C'est-à-dire que vous achetez par exemple un bureau et vous allez transformer ce bureau en logement. Donc quand vous achetez des murs de bureau, vous allez les acheter beaucoup moins cher qu'un logement. Vous le transformez, vous déposez un permis de construire, vous transformez donc ce bureau en logement avec l'accord donc de la mairie. Et là, vous allez pouvoir faire une très belle affaire, vous allez pouvoir louer dans de bonnes conditions ou vous allez pouvoir éventuellement revendre dans de bonnes conditions. Vous pouvez également, autre astuce également que je vous donne, c'est de créer des logements atypiques. Par exemple, vous achetez un appartement et vous ajoutez un jacuzzi sur une terrasse, ce qu'on appelle les love rooms. J'ai un des étudiants Imosen que je suis en mentorat. Et lui, en ce moment, il est en train de faire ce qu'il appelle un cinéma room. En fait, c'est un appartement dans lequel il y a un écran géant, en fait, dans l'appartement, 2 fauteuils de cinéma devant. Et donc, c'est en train d'être fait, mais il projette une location donc très, très importante derrière. Donc, vous avez vraiment des possibilités donc importantes avec ça. Autre exemple également, pardon, je suis en train de m'étouffer. Voilà, je sors d'une crève et c'est pas toujours facile de parler après ça. Allons chercher une singularité forte. Alors, moi, j'invite toujours tous les investisseurs en fait avec lesquels je travaille, je les invite à aller chercher une singularité forte. Je vous donne un exemple.
par rapport à nos hôtels, donc on détient aujourd'hui 5 hôtels, 5 établissements hôteliers, eh bien tous sont axés sur le bien-être. C'est la singularité qu'on a donnée à nos hôtels. Donc vous, quelle singularité vous allez donner à vos investissements immobiliers? Le bien-être, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Par exemple, on travaille avec un décorateur et ce décorateur sur Toulouse donc a décoré donc, des appartements là-bas sur le thème de l'aérospatial. C'est le thème qui a été donné et ça se loue beaucoup mieux qu'un appartement traditionnel. Et ça, on retrouve ça partout. C'est-à-dire que bien sûr dans l'investissement immobilier, bien sûr dans l'entrepreneuriat, si vous créez votre entreprise, je vous invite à aller chercher la singularité forte de votre entreprise. Si c'est une entreprise qui fait exactement la même chose que tout le monde, vous n'allez pas vous différencier. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence de votre entreprise, de vos investissements immobiliers? C'est vraiment une question à se poser. Et souvent, en fait, la singularité, elle est rattachée à notre propre singularité, à qui on est. Donc, bien sûr, il faut bien se connaître, mais qui on est, quel est notre point fort? Pourquoi est-ce que nous, on a axé nos hôtels sur le bien-être? Parce que c'est un thème qui m'attire, c'est quelque chose que je recherche de plus en plus, pour avoir une vie de folie dans l'entrepreneuriat. Voilà, je recherche de plus en plus la zénitude. Donc, c'est le thème qu'on a donné à nos hôtels. Donc, quel thème vous allez donner, vous, à vos investissements? Autre astuce également que je vous donne, c'est d'être observateur quand vous allez visiter un bien. Soyez observateur et voyez ce que les autres ne voient pas. Exemple, j'étais dernièrement en Normandie, je visitais un bien avec quelqu'un de ma famille qui me disait qu'est-ce que tu en penses, comment je pourrais optimiser les choses. Et à un moment, on voit une trappe. Et en fait, je lui demandais au plafond, je lui demandais ce qu'il y avait. Et il me dit, oh, c'est rien, j'ai ouvert une fois. Bon. Et en fait, on a ouvert de nouveau. Et il y avait possibilité, en fait, de faire 2 chambres de plus sous les combles. Donc, c'est une possibilité. Il y a plein de possibilités aujourd'hui. Donc, l'aménagement de combles, c'en est une, mais ça peut être également la surélévation. Ça peut être la division. Vous pouvez acheter un bien et le diviser. Vous pouvez acheter un bien et l'agrandir. Cherchez, en fait, la singularité du bien que vous allez visiter. Et c'est pas... n'allez pas chercher des biens... comment dire, qui passent sous le manteau, des biens off, comme on dit dans notre jargon. On peut tout à fait faire de bonnes affaires, même de très bonnes affaires, en allant chercher des biens sur Le Bon Coin, sur Se Loger ou par des agents immobiliers. Vous pouvez tout à fait faire de bonnes affaires à condition que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Je vous donne un exemple. Sur une maison sur l'île de Ré, donc on avait... c'était un bien qu'on a acheté, nous, pour faire une résidence secondaire et qu'on loue par ailleurs. En fait, il y avait 2 petites maisons de 80 mètres carrés, mais qui étaient séparées. Et personne ne voyait le potentiel. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'est de réunir en fait ces 2 maisons, de faire une véranda entre les deux, qui était autorisée. Donc, ça a permis d'agrandir largement la maison, de faire une grande maison, et ça lui a donné une valeur donc incroyable, tout simplement parce qu'on a vu ce que les autres ne voyaient pas. Autre astuce également que je vous donne, alors ça concerne un peu plus le mindset, c'est surtout ne forcez pas les choses. C'est pas parce que c'est une bonne année, à mon avis, pour investir. Sincèrement, 2024, pour moi, c'est une des meilleures années pour investir parce que les loyers sont à la hausse et on peut enfin rediscuter les prix. C'est relativement nouveau, mais de nouveau, les acquéreurs retrouvent du pouvoir, ce qu'on avait complètement perdu, nous, investisseurs et acquéreurs, pendant le Covid. Donc, de nouveau, on retrouve du pouvoir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter un bien à moins 20, moins 30%, peut-être, surtout si c'est un bien qui est décoté, un bien avec défaut, comme on l'a vu, et le louer très cher, donc avec de très fortes rentabilités. Donc, c'est une très, très bonne année. Donc, vous pourriez vous dire, OK, Ludovic me dit que c'est une bonne année, donc j'y vais à fond, je vais faire un investissement dans les 6 mois ou 2 investissements en 2024, par exemple. OK, mais ne forcez pas les choses. Ne forcez surtout pas les choses, invitez-les à venir. Mettez votre intention dessus
Et ensuite, les choses vont se passer naturellement. Donc oui, bien sûr, il faut savoir où on va. Donc on se fixe un objectif, on se fixe une intention, faire un investissement, faire 2 investissements, par exemple, en 2024. Ensuite, on canalise son énergie dessus, on est focus sur son objectif, sans forcer les choses, en invitant simplement ce bien à apparaître quelque part dans son espace. Et sincèrement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les meilleurs investissements que j'ai faits, alors ça fait, j'investis chaque année depuis plus de 35 ans, mais vraiment les meilleurs investissements que j'ai faits, c'est quand j'ai laissé les choses venir, c'est quand je n'ai pas forcé. Donc, que faire en 2024? Sans forcer les choses, mettons notre intention sur ce qu'on veut faire. Et surtout, alors, je vois des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, je vais attendre que les taux baissent encore un peu, je vais attendre que les prix baissent encore un petit peu. » Pourquoi pas? Mais tout change très vite. Et ce qui n'est pas tout à fait impossible, c'est que vous attendiez 6 mois, 1 an, 2 ans. Peut-être les prix vont baisser, les prix facialement vont baisser un peu. Peut-être les taux d'intérêt vont baisser un petit peu. Mais peut-être également que vous n'aurez plus de possibilité de négociation parce que le marché va repartir à la hausse et les gens ne voudront plus faire d'efforts au niveau des prix. Donc, plutôt que d'attendre que le marché il baisse potentiellement de 20%, eh bien, qu'est-ce que je fais? Moi, je préfère acheter aujourd'hui avec des prix anticipés de 20% de moins. Donc, je fais des propositions à moins 30% ou à moins 20%. Et sur un bien donc plutôt décoté, plutôt avec défaut. Et ensuite, ça permet donc de faire de bonnes affaires. En ce moment, et je terminerai là-dessus cet épisode, mais à l'heure où je vous parle, j'ai donc un agent immobilier qui nous représente donc en Espagne, qui est en train de faire une négociation sur un immeuble à Ravia où on habite en Espagne. En effet, comme le dit JP, et ce bien est affiché 700 000 €. J'ai fait une proposition il y a un peu plus d'un mois à 450 000 €. Eh bien, c'est une décote importante, surtout que la crise n'est pas aussi prégnante en Espagne. Les prix continuent à légèrement augmenter. Voilà, il y a beaucoup moins de... la crise est beaucoup moins visible, je dirais, en Espagne. Mais ce n'est pas grave. J'applique la même idée. Donc, c'est affiché à 700 000 € cet immeuble. J'ai fait une proposition à 450 000 €, refusée. Les personnes ont dit « Ok, on veut bien descendre à 600 000 €. » Donc, l'agence a rediscuté avec eux et dit « Écoutez, allez, on veut bien encore baisser de 10 000 €. » Bon, on voit que les personnes sont prêtes à faire un effort. Donc là, tout ça, ça s'est passé au téléphone. Donc là, l'agent rencontre en ce moment donc les vendeurs et j'ai donné mes consignes d'acquisition qui n'est de ne pas dépasser les 550 000 €. Voilà, on va voir. Mais si c'est le cas, ça fera une excellente affaire. Donc, vous allez peut-être dire, oui, mais là, tu raisonnes, 500 000, 700 000 €, c'est beaucoup. C'est exactement la même chose. Faites simplement un pont avec votre expérience à vous. C'est la même chose avec 100 000 €. C'est exactement le même principe de négociation. Et c'est ce que je vous invite à faire. Voilà. Donc voilà, voilà pour cet épisode donc de notre podcast. Merci d'avoir été présent. Je vous souhaite vraiment le meilleur et à très bientôt.